Eh ben, merci encore Sophie de m'avoir invité. Merci au CLA et à Alsic pour cette journée très intéressante. Et donc, je vais présenter un petit peu des enjeux de la conception et de l'intégration dans la classe de jeux pour l'apprentissage. Mais pour en arriver à ces enjeux, on va faire quelques petits détours. Alors tout d'abord, pour noter que le jeu, c'est une thématique qu'on pourrait appeler à la mode, comme en témoigne un rapport de 2013 qui la plaçait dans les technologies à prendre en compte pour l'avenir, ou encore le reportage passé sur Arte en novembre dernier sur le jeu vidéo en général, qui consacrait pas forcément énormément de choses au jeu dans l'apprentissage, mais qui montrait un engouement et une prise de place de plus en plus forte du jeu vidéo dans la société. Alors pourquoi intégrer le jeu dans l'apprentissage? Il y a énormément de choses dans la littérature. On pourrait dire que dans la pédagogie qui est déployée au sein des jeux vidéo, il y a des exemples à suivre, comme Guy, un apprentissage plus centré sur l'apprenant, plus actif d'après certains, qui intègre une dimension sociale. Ce qui revient le plus souvent, c'est la motivation et la disposition favorable des apprenants à l'égard de ce média, ou un traitement spécifique de l'erreur avec plus de distance qui favoriserait la prise de risque. Dans l'enseignement des langues, certains auteurs y voient une adéquation avec la notion de tâche, et on peut aussi signaler que le jeu, c'est un vecteur, il y a un vecteur d'interaction dans le jeu et autour du jeu. Donc on pourrait détailler ces points-là, mais sinon je vais être en retard. Mais au sein de cette presse dithyrambique à l'égard du jeu, une source majeure, le Gorafi, met les pieds dans le plat et signale que apprendre en s'amusant ne serait pas amusant pour 80% des enfants interrogés. Alors certes, c'est une source peu recommandable, mais dans la littérature scientifique, on trouve quand même des exemples de gens qui s'interrogent sur cette notion du jeu dans l'éducation, notamment Söpke, Brocker et Cornat, qui mettent en exergue le fait qu'il y a une métaphore consacrée dans le cadre, dans le domaine du jeu sérieux, de chocolate coated broccoli, donc le brocoli enrobé de chocolat, qui serait ce à quoi on ne voudrait pas arriver, c'est-à-dire quelque chose qui a l'apparence d'un chocolat, et puis dès que les apprenants croquent dedans, ils se rendent compte que c'est du brocoli. Lavigne met aussi en exergue le fait qu'il y a dans le concept même de Serious Game, des fonctions contradictoires, et lui, il avait recensé un corpus, et sa conclusion, c'était qu'il y avait beaucoup de jeux qui n'en étaient pas pour les apprenants. Alors, je serais moins définitif que lui, il y a quand même quelques exemples de jeux qui ont fait leur preuve, de jeux sérieux. Never Alone a eu des critiques un peu mixtes de la part de la critique spécialisée dans le jeu vidéo, mais c'est un jeu qui voulait servir de véhicule à la culture inuite et qui a été téléchargé près de 3 millions de fois. Et puis l'exemple emblématique de America's Army, un jeu... un first-person shooter, donc un jeu de guerre, qui avait été financé par l'armée américaine pour enrôler les gens et qui avait assez bien marché. Malgré tout, comme le signale encore le Gorafi, 2% n'ont pas donné leur opinion à cause des pressions selon nos sources. Et il y a, c'est vrai, dans les protocoles expérimentaux, d'après une méta-étude notamment de Girard et Calais-Magnan, un certain manque de preuves de l'efficacité des jeux, notamment par le fait qu'il n'y avait pas assez de groupes témoins, rarement des études longitudinales, et puis un accès au jeu souvent très contraint, qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pourrait attendre pour un jeu. Mais donc du coup, ces deux critiques, en fait, se répondent, s'interrogent l'une l'autre d'une certaine manière, parce que si, comme dit Lavigne, la plupart des jeux sérieux ne sont pas des jeux, et ben la question même de prouver l'efficacité des jeux à partir de ces non-jeux est un petit peu... comment dire, sinon caduque, un peu contradictoire en elle-même. Donc ça va poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un jeu.
Et donc là, vous avez une vidéo que je peux pas passer là, mais que vous pourrez lire depuis le PDF que j'ai mis, qui indique que c'est pas si facile que ça en a l'air de décrire un jeu. Donc si on se réfère à la littérature, on peut trouver même des oppositions dans ce qu'est la définition d'un jeu. Hein. Si pour Kaiwa, le jeu est une activité, pour Salen et Zimmerman, le jeu est un système. Et donc rien que là, on touche à une différence de concept assez grande. Donc dans les faits, la différence qui existe entre ces deux concepts tient aussi à la polysémie de jeu en français. Quand en anglais, on aura une opposition entre game et play, mais cette différence, c'est pas non plus une dichotomie forte. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des activités qui peut susciter un sentiment de jeu, une activité de jeu chez les gens, il y en a une sous-partie qui sont des jeux munis de règles précises. Et parmi les jeux munis de règles précises, pardon, donc je ne sais pas comment faire, moi j'ai pas l'écho. Parmi les jeux munis de règles précises, il n'y en a qu'un certain nombre qui vont susciter cette situation de jeu. Est-ce que l'écho continue? Bon, bah ça dépend des gens, donc du coup, c'est pas moi qui ai le contrôle. Bien, Mathieu. Donc, je te conseille juste de ne pas peut-être prendre en compte la discussion et puis bah on voilà, t'entend très bien. Ça va se régler. Ok. Et donc, il y a une définition qui est donnée par un internaute de jeu qui n'est pas ultra rigoureuse, comme il le dit lui-même dans la vidéo que vous pourriez regarder en cliquant sur le lien, mais qui a pour moi un certain intérêt dans le sens où lui, il décrit le jeu comme une activité amusante régie par des règles, aussi minimes soient-elles. Et donc, cette définition, elle a le mérite d'introduire la notion, elle regroupe l'activité et le système de règles, et elle intègre la notion d'amusement, c'est-à-dire qui introduit une certaine subjectivité dans ce qu'est un jeu. Et là, il rejoint des auteurs encore plus sérieux, on va dire, plus du sérail et de l'université, comme Hubbard, qui va dire que c'est pas important comment les enseignants ou les concepteurs décrivent l'activité. Ce qui est important, c'est comment l'apprenant la voit. Et si l'apprenant la voit comme un jeu, alors ça en sera un. Et Brougère, lui, refuse catégoriquement, ou de plus en plus catégoriquement, on va dire, de répondre à la question « est-ce que c'est un jeu ou non ?» Sa question, c'est en quoi est-ce que ça pourrait être un jeu? Et donc, il introduit là une notion de contextualisation de l'activité elle-même. Donc, et il rejoint un questionnement général dans le champ des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, de savoir dans quelles conditions une innovation, on va dire, fonctionne et pour quelles raisons. Donc, si on revient à Brougère, lui, il va quand même décrire le jeu et accentuer donc cette réalité double à laquelle je faisais allusion, entre l'aspect structure ludique, le gameplay, les règles, la structuration du jeu, et l'attitude ludique, c'est-à-dire le ressenti du joueur et sa disposition à l'égard du jeu. L'attitude ludique, qui a été introduite par Henriot et puis définie par Silva comme une attitude ambivalente faite à la fois de distance et d'implication. Alors, je ne m'aventurerai pas à dire que c'est pareil que le flow, que c'est un prérequis au flow ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des points communs entre la manière dont Silva décrit l'attitude ludique et la manière dont Csikszentmihalyi décrit le flow lui-même. Et l'un comme l'autre sont des éléments qui sont valorisés dans le jeu en tant qu'outil pédagogique. Que Villez souligne bien sans les mentionner en ces termes. Pour elle, le cours de langue ressemble bien plus à une pratique d'un sport qu'on ne le croit. Dans un sport, il faut moins se regarder comme dans une glace, moins s'occuper de son image ou de ses craintes et plus se focaliser sur ce que l'on fait, sur les mesures à prendre pour atteindre des objectifs. Parce que le jeu est peut-être absorbant et stimulant, et là on retrouve la distance et l'implication de Silva, qui permet de déplacer l'attention vers soi, donc là la distance, vers ce que l'on fait, et par conséquent il présente de nombreux apprentissages de nombreux avantages pour les apprentissages.
Donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour ludiciser les apprentissages. Donc je ne vais pas rentrer dans la définition de Ginvaux, on pourra revenir au moment de la discussion si ça vous intéresse, mais en gros, comment faire entrer dans le domaine du jeu les apprentissages qu'on va utiliser et donc qu'on va essayer de mettre en œuvre. Donc Sylvain, elle, quand elle décrit les régions métaphoriques du jeu à la suite de Henriot, elle introduit deux autres régions métaphoriques que celles qu'on a déjà mentionnées. Donc, il y a le matériel ludique, les artefacts avec lesquels on va créer le jeu. Hein. Ça peut être la canette qui traîne dans la rue et dans laquelle on va donner des coups de pied pendant une demi-heure. Tout comme ça peut être le jeu vidéo qui va encapsuler l'expérience du joueur. Les structures ludiques, c'est tout ce qui va faire les règles, les manières dont on va appréhender ce matériel ludique, les interactions qui sont possibles. Le contexte ludique, ça va être le cadre dans lequel on fait le jeu. Hein. Vous avez tous expérimenté d'essayer de jouer avec des gens qui n'avaient pas envie de jouer à tel ou tel jeu. Et par le simple fait qu'ils n'avaient pas envie de jouer, ça crée un contexte peu propice à faire émerger l'attitude ludique en général. Donc la question qu'on va se poser en tant que concepteur, c'est comment affecter ces trois régions métaphoriques desquelles on a le contrôle pour susciter cette attitude ludique. Donc on peut mettre le game design par-dessus la pédagogie, c'est ce qui se passe en deux couches, c'est ce qui se passe quand on ludifie un petit peu des QCM en mettant des tables de score ou des choses comme ça. Alors je dis pas que c'est un mauvais exemple, hein, ça peut susciter bien sûr l'attitude ludique, mais on peut aussi essayer d'intégrer un petit peu plus les éléments didactiques et pédagogiques aux aspects de game design. Donc, l'un des problèmes liés à ce game design, c'est que ça coûte incroyablement cher, hein, en particulier par rapport aux jeux auxquels les apprenants sont confrontés en général. Donc, COTS, c'est Commercial Off the Shelf, donc c'est les jeux professionnels commerciaux. Et donc, en 2007, il coûtait en moyenne, d'après Becker, entre 1 et 10 millions d'euros et il représentait entre 20 et 150 ans de travail pour la création. Même les petits jeux de tablette, là, les casual games, ils coûtent entre 150 000 et 1 million de dollars. Et puis, si on écoute le dirigeant d'Ubisoft, au début, ça leur coûtait entre 2 et 300 000 francs, puis entre 2 et 300 000 euros de créer un jeu. Maintenant, c'est plus entre 70 et 100 millions d'euros. Donc, comment nous, en tant que laboratoire de recherche qui avons du mal à nous payer parfois les services d'un ingénieur, on va pouvoir produire des jeux qui vont susciter chez les apprenants une attitude ludique. Donc nous, la stratégie qu'on a essayé de mettre en œuvre dans le cadre du Low Gamer d'Innovalang, donc pour replacer un petit peu notre groupe de travail, notre but c'était d'avoir une réflexion sur la place du jeu, de favoriser l'intégration des jeux dans l'enseignement, puis de diffuser les connaissances. Et donc ça, à travers un processus de recherche-développement qui va traiter de manière itérative des phases de conception et de développement de ressources ludiques et des phases de constitution, diffusion des connaissances issues de l'expérience de développement, notamment à travers des tests utilisateurs, des expérimentations et autres. Et donc du coup, si on revient aux enjeux qui étaient cités tout à l'heure, donc les problèmes de l'expérimentation, à travers l'intégration possible des jeux dans un LMS, on va pouvoir essayer de réunir les conditions expérimentales qui manquaient d'après Girard et al. Au niveau de la conception de jeu, donc par jeu, on veut dire qu'il suscite une attitude ludique. On va essayer, il y a plusieurs enjeux de réalisation technique, de modélisation didactique, linguistique. On va essayer, en suivant la stratégie proposée par Söpke, Breuker et Cornat, une réutilisation de mécaniques de jeu éprouvées dans lesquelles on va essayer d'intégrer les éléments ludiques. Et puis pour essayer de combler ce problème de coût, on travaille en agilité, on
on fait de l'open source en espérant bénéficier de retour de la communauté. Et on utilise très peu de jeux à l'heure actuelle, on espère pouvoir le faire plus tard, mais de jeux avec une narration élaborée et des scénarios longs, parce que chacune des étapes de ces scénarios vont être vont consommer énormément de temps et de ressources. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de produire des jeux qui ont des règles assez fixes et qu'on va pouvoir connecter avec des ressources linguistiques pour créer des parties à volonté, entre autres. Donc le premier jeu que je vais vous présenter, c'est un prototype qui est encore très buggé, mais qui est quand même fonctionnel, qui s'appelle Game of Words, qui cible la production et la compréhension orale, et en particulier les compétences stratégiques. Donc, si je le décrirais comme un jeu de devinettes. Donc, si je devais décrire les jeux de devinettes, donc les règles métaludiques, c'est les règles, pour Sylvain, c'est les règles qui décrivent un genre ludique. Et donc, le jeu de devinettes, il y a un joueur ou une équipe qui détient une information, donc souvent c'est un mot, parfois c'est une expression, parfois c'est un concept, voire une personne. Il y a un joueur ou une équipe qui doit trouver cette information et on va définir des modalités spécifiques pour transmettre cette information entre les deux équipes. On retrouve ça dans de nombreux jeux, comme Time's Up qui est très connu, ou le jeu du chapeau qui est... enfin, c'était le jeu du chapeau avant que ça existe en boîte. Donc où on va faire 3 tours pour faire découvrir des personnes en général aux autres. Un tour où on dit tout ce qu'on veut, sauf le nom de la personne évidemment. Un tour où on va dire en 2 mots. Et puis un tour où on va le mimer. Il y a le portrait, 20 questions, yes and no, où là c'est un joueur qui pense à quelqu'un et puis qui va répondre à des questions par oui ou pas, auxquelles on peut répondre par oui ou par non, qui a été posé par l'autre, qui doit le trouver. Draw something, c'est un petit peu comme dessiner c'est gagner, mais c'est un jeu sur tablette où on va fonctionner de manière asynchrone. Le joueur va dessiner et on va reproduire à l'autre joueur en temps réel le dessin qu'a fait l'autre personne et il va devoir trouver un mot. Dans le cadre de concept, les interactions sont ultra régulées dans le sens où c'est un plateau avec des icônes et des pointeurs en plastique qui vont être utilisés pour décrire les notions. Et enfin, dans le cadre du jeu Tabou, qui est un jeu très connu, on va interdire un ensemble de mots qui se rapportent aux mots à faire trouver. Et donc, on va avoir une carte qui contiendra le mot à faire trouver, les mots interdits, et le joueur devra faire deviner le mot sans utiliser, bien sûr, les mots interdits. Donc, nous, c'est plutôt vers cette modalité-là qu'on s'est tourné. Parce qu'on avait des objectifs en termes de compétences stratégiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là, je vois que je suis déjà en retard au niveau du timing, mais donc en gros, c'est les compétences stratégiques, c'est les stratégies de communication verbale et non verbale qui peuvent être invoquées pour compenser les problèmes de communication, soit dus à des variations de performance ou des compétences insuffisantes. Donc, on va pouvoir isoler 2 catégories de stratégies. Les stratégies d'ajustement du message, où on va se censurer, entre guillemets, et pas se lancer dans des domaines où on n'est pas à l'aise. Et puis, des stratégies d'expansion des ressources, où on va utiliser des moyens détournés pour essayer de faire passer le message qu'on a à faire passer. Et bien sûr, en tant qu'enseignant de langue, on va essayer de plus se tourner vers les stratégies d'expansion des ressources plutôt que vers celles d'ajustement des messages. Et donc, on s'est tourné particulièrement vers les modalités plus du tabou parce que c'est notamment le genre de modalité qui avait été utilisé par Paris-Bact notamment pour mettre en évidence les compétences stratégiques et en proposer une taxonomie. Donc, Game of Words est centré sur la communication orale. C'est très lié au lexique, évidemment, vu qu'on va faire deviner des mots, avec une focalisation sur la sémantique et une communication via interaction asynchrone. Alors, évidemment, ce serait peut-être plus adéquat des interactions synchrones, mais il faut aussi se positionner dans la perspective de l'intégration du jeu dans un enseignement. C'est-à-dire que pour jouer à un jeu de devinette, on a besoin de 3 rôles. Il y a celui qui fait deviner, celui qui devine et celui qui vérifie que
les règles et les modalités de communication du message sont bien respectées. Et donc, dans une petite communauté au sein d'une université, dans un centre de ressources de langue, on ne peut pas s'attendre à ce que dans un niveau pour chaque langue, il y ait en permanence 3 personnes connectées et qui soient d'accord pour faire tous les rôles. Donc, on s'est dit qu'on allait fonctionner de manière asynchrone pour que le joueur ait toujours quelque chose à faire quand il se connecte. On va essayer d'adapter au niveau à travers le nombre de mots interdits. Ça vient d'interactions qu'on a eues avec des enseignants qui nous disaient que pour des niveaux 1 à 2, ils utilisaient parfois ce genre de mécanique de jeu, mais ils ne mettaient pas de mots interdits. Et enfin, donc, du coup, au niveau de notre métaphore, on a associé chacun des 3 rôles dont je vous parlais à un métier inspiré des mythologies anciennes. Donc, si vous voulez, il y a un genre de cycle des enregistrements audio qui sont faits tout d'abord, ensuite ils sont vérifiés, et enfin ceux qui sont validés sont soumis aux autres joueurs pour qu'ils devinent les messages. Donc le premier rôle, ça va être celui de l'oracle, à qui on va fournir une carte qui contient le mot à faire deviner et les mots interdits. À l'issue de son enregistrement va être soumis à un druide qui va vérifier l'enregistrement. Donc, est-ce que le mot à trouver ou les mots interdits ont été utilisés? Est-ce que le son est dégueulasse du fait d'un mauvais réglage matériel? Et si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, l'enregistrement sera transmis à tous ceux qui vont essayer de deviner les mots. Donc, ils auront l'enregistrement qui leur sera donné et ils essaieront de trouver par écrit le mot qui était associé. Enfin, le druide a un autre rôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas a priori de ressources, on peut s'aider de ressources sémantiques pour créer automatiquement des cartes, mais pour qu'elles soient vraiment adaptées aux apprenants, on n'a pas de mécanisme a priori. Et donc, l'un des autres rôles du druide, c'est de créer des défis pour les autres joueurs. Et donc là, dans ce cadre-là, on s'attaque à la rejouabilité en utilisant du contenu généré par les utilisateurs. Et donc, il y a un aspect communautaire, du coup, à la constitution du jeu. Donc, on a effectué déjà un recueil de données en environnement non contrôlé, c'est-à-dire qu'on a donné accès aux gens, à des enseignants à ces jeux-là, et on leur a fait remplir un questionnaire en ligne, et puis on s'est entretenu avec eux. Donc, on a détecté quelques bugs, hein, il nous en reste quand même quelques-uns, hein, je vous le cache pas. On a eu un certain témoignage d'intérêt pour la dimension orale, bien qu'elle soit asynchrone. Et puis, donc, on a amélioré un peu l'explication des règles, mais il y a encore du travail là-dessus. Et on a fourni une interface pour la gestion des cartes créées pour pouvoir supprimer celles qui n'allaient pas bien. Et ça, c'était la demande d'enseignants pour lesquels l'une des tâches qu'ils avaient fixées à leur classe, c'était de créer des cartes pour les autres. Donc, ils avaient intégré dans les pratiques de classe la création de ces défis-là. Donc voilà. Après, au niveau des perspectives, on essaye de recueillir un corpus pour vérifier l'usage et l'émergence des compétences stratégiques. Donc d'ailleurs, hein, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et puis, on essaye d'intégrer, enfin, à plus long terme, on espère avoir des nouveaux modes de jeu de calcul du score avec un code plus robuste, et puis améliorer la métaphore ludique. Et puis après, il faudra qu'on travaille indéniablement sur les fonctionnalités sociales, dont on imagine qu'elles pourront améliorer aussi le fait de se prendre au jeu. Le deuxième jeu que je voudrais vous présenter, il cible des compétences tout à fait différentes. Là, on est vraiment centré sur la morphologie et uniquement à l'écrit. Donc, c'est un jeu de lettres. Au niveau des règles métaludiques, là, c'est des grilles de lettres 4x4. On va rechercher des formes fléchies, c'est-à-dire que là, le but, c'est pas uniquement de trouver un lemme. On va utiliser des lettres contiguës dans toutes les directions. Par contre, pour chaque mot qui est trouvé, on ne peut passer qu'une fois par une lettre. Donc là, dans la saisie d'écran qui est fournie, le mot sélectionné, c'est abordera, on part d'en haut à gauche et puis on va redescendre ensuite.
Alors, le degré de réussite dans le jeu dépend bien sûr des connaissances lexicales. Hein, plus on connaît de mots, plus on a des chances de trouver. Mais aussi et surtout, je dirais, de la compréhension des règles morphologiques de la langue et des capacités de repérage dans la grille. Ce qui me fait dire ça, c'est dans le cadre d'une expérimentation, j'ai joué contre une enseignante d'italien, alors que moi, je parle pas du tout l'italien, à part de savoir qu'il y a des A, des E, des O et des I à la fin des mots, j'en sais absolument rien. Mais comme je suis un joueur patenté de ce genre de jeu-là, à chaque fois que je trouvais un mot un peu au hasard en m'appuyant sur le français qui finissait par A, E, O ou I, je cherchais toutes les autres formes. Et au final, j'ai eu un meilleur score que l'enseignante parce que je me suis appuyé sur cette connaissance des règles morphologiques et en sachant à quel point c'était valorisé dans le jeu. Et c'est là où intervient la notion de règle normative de Silva, pour qui ces règles, c'est les règles que suivent les bons joueurs. Et donc les bons joueurs à ce type de jeu-là, ils essayent tout de suite de repérer dans quelle zone est-ce qu'il y a des affixes. Là, dans cette grille-là, vous voyez le E, le R et le A en bas, le I, le T et le S. On voit immédiatement que ça va marcher pour le conditionnel et pour l'imparfait en particulier, en passant par le passé simple, etc. Et donc, on va ensuite essayer d'identifier la catégorie morphologique de la forme trouvée et d'optimiser chaque lemme en trouvant toutes les formes fléchies associées. Et donc, c'est pour ces mécanismes-là qu'on s'était intéressé à ce jeu. Donc, pour illustrer ce processus de conception itératif, la première version du jeu avait été développée dans le cadre d'un projet de fin d'études. Elle fournissait un certain nombre de fonctionnalités comme la liste des mots dans la grille avec une définition tirée du dictionnaire à fournir aux joueurs, plusieurs manches. Mais quand on l'a confronté à des enseignants qui, eux, n'avaient pas accès aux règles normatives qu'on ciblait nous, eux, ils étaient souvent intéressés aux règles, intéressés par le jeu, mais pas par les règles qui nous intéressaient nous. Et comme ils n'avaient pas le temps de jouer 120 parties, ils n'avaient pas le temps d'accéder à ces règles-là. Et eux, ce qui les intéressait, c'était de travailler le lexique plus spécifiquement en fonction de thématiques et d'intégrer à la grille des recherches de mots spécifiques. Donc on a travaillé avec l'Université de Bologne qui a créé un algorithme qui permettait de créer des grilles en fonction des formes qu'on espérait trouver dedans. On a ensuite testé auprès de 148 étudiants ces deux modalités. Et bon, il y a eu une assez bonne réception des deux jeux. Notre jeu était, par sa dimension compétitive, était souvent jugé plus amusant, plus rejouable. Mais par contre, on avait des graphismes beaucoup plus moches. Et au niveau des apprentissages, c'était moins évident pour la version de Grenoble. Et donc là, on se dit que c'est aussi notamment du fait que ces règles normatives n'étaient pas accessibles non plus dans le cadre de cette expérimentation-là, vu qu'ils pouvaient jouer qu'une heure. L'expérimentation a aussi mis en évidence l'importance du contexte ludique, dans le sens où ceux qui ont effectué le pré-test, qui était un pré-test fastidieux, où on essayait d'évaluer un petit peu leur connaissance en vocabulaire, ils avaient des longues listes de mots, ils devaient dire s'ils les connaissaient ou pas, eh ben, ils avaient apprécié significativement moins les jeux que ceux qui n'avaient pas fait les pré-tests. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure du contexte ludique et donc des modalités par lesquelles on va intégrer le jeu dans la classe et de leur influence sur l'émergence de l'attitude ludique, là, on en a une preuve expérimentale qu'on pouvait imaginer aussi, hein, si vous avez si vous transmettez des jeux dans votre classe en disant dépêchez-vous de vous amuser, vous aurez une note à la fin de l'heure. Le contexte n'est pas idéal pour que les étudiants se prennent au jeu. Et puis ce qui était intéressant pour nous aussi, c'était que ni les compétences en langue, donc les résultats du pré-test, ni le genre, ni l'expérience du jeu n'influencent la réception d'aucune des deux versions qu'on a proposées. Et donc, dans notre processus, on a quand même introduit pour la prochaine version du jeu qui devrait sortir en mai 2017, deux modes de jeu. Un mode qu'on a appelé Rush, qui est un mode classique, mais qui vise à rendre plus évidentes les règles métaludiques.
Et donc, on a créé un mode combo qui fera que on va charger la petite barre là qui est entre la grille et le score à chaque fois qu'un joueur va enchaîner deux formes issues du même lemme. Et donc, il obtiendra un bonus de points qui lui permettra de gagner plus de points à la fin. Donc là, vous voyez que dans cette grille-là, elle était vraiment faite pour travailler ces éléments-là, avec toutes les formes de bordé, abordé, débordé qui se retrouvent dans la grille. Là, il suffit de trouver bordé et de voir les affixes, et on peut se retrouver avec 30-35 mots à trouver. Et le deuxième mode de jeu qu'on introduit, qui là vise à satisfaire aussi les attentes des enseignants, c'est un jeu avec des objectifs. Mais dans lequel on va introduire l'élément compétitif qui manquait dans notre expérimentation à la version de Bologne. Donc il va y avoir des objectifs de type combo, il va falloir réaliser un combo d'une certaine puissance, par exemple trouver 4 formes à la suite. Des objectifs où il faudra trouver des mots. Donc là, par exemple, on a mis une petite énigme et il faut trouver le mot correspondant. Et enfin, des objectifs purement morphologique, où donc on va pouvoir donner une contrainte de type trouver des adjectifs au féminin, 5 adjectifs au féminin dans la grille, et ce sera celui qui réalisera les objectifs le plus rapidement qui gagnera. On a aussi introduit un mode de jeu où toute la communauté joue les uns contre les autres et pas uniquement dans les duels. Et pour alimenter ce mode Conquer et même le mode Rush, on utilise l'algorithme de Bologne pour proposer un outil auteur qui va pouvoir vous dire, ben voilà, tous ces éléments-là, on peut les retrouver dans la même grille. Par contre, on ne peut pas trouver dans une grille rébarbatif avec ludique, jeté, jeu. Et donc, l'enseignant ou les apprenants, parce qu'encore une fois, créer des jeux, ça peut être aussi la tâche qu'on va donner aux apprenants, vont pouvoir créer des défis à soumettre aux autres joueurs de la communauté. On différencie à aucun moment le rôle d'enseignant et le rôle d'apprenant, et on a le secret espoir qui est même des gens qui jouent au jeu sans vouloir apprendre les langues et essayer de voir ce qui pourrait se passer de ce côté-là. Voilà. Donc pour conclure, pour diminuer la probabilité de brocoli enrobé de chocolat, là pour le moment notre stratégie, et ce à moindre coût, c'est d'essayer de partir d'un jeu dont on sait qu'il marche en contexte ludique et qu'on va essayer de didactiser en choisissant des jeux qui intègrent déjà une dimension langagière. Et on va essayer de didactiser ces éléments-là, comme on a fait là dans Magic World par exemple, en introduisant des règles spécifiques pour travailler des éléments déjà présents dans le jeu. Nos perspectives, c'est d'essayer d'améliorer ces jeux-là, de travailler plus précisément sur la question de l'intégration, d'essayer de voir si le fait de formaliser le contexte et donc d'intégrer explicitement ces jeux-là dans la classe, comment ça influence leur réception, et en retour, comment est-ce que ça influence l'apprentissage qui a lieu de ce fait-là. Bon, mais c'est une situation qui n'est pas spécifique à notre projet, qu'on retrouve dans plein de projets, c'est ce questionnement-là. Et la question centrale, c'est va-t-on pouvoir susciter l'attitude ludique? Alors, dans l'industrie, par exemple, il y a un exemple qui, moi, me donne de l'espoir. Ça, c'est des critiques qui décrivent un jeu qui s'appelle Papers, Please. Et vous voyez en dessous là une interface du jeu lui-même. En fait, on joue un rôle de douanier et on doit lire les documents qui sont présentés par les personnes et décider si on les laisse passer ou non. Et donc, s'ils arrivent à faire un jeu satisfaisant avec tout ça, eh ben, j'espère qu'on va pouvoir y arriver aussi en didactique des langues. Donc voilà, ben, j'ai terminé cette présentation-là et je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Mathieu. Je tiens à vous dire que Mathieu et moi avons mangé des brocolis enrobés au chocolat pour de vrai. Il n'y a pas longtemps. Ok, ben on va pouvoir prendre des questions dans la salle et puis il y a des questions en ligne également que tu peux regarder. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Alors, ben, je vois une question. Oui, je comprends. Pourquoi pas la même chose en phonétique articulatoire? Alors, on s'est posé un petit peu la question. On fera peut-être ça, mais pour le moment, on a un manque de ressources linguistiques associées, c'est-à-dire qu'il nous faudrait une liste de toutes les formes fléchies transcrites phonétiquement. Il faudra adapter tous les éléments diacritiques et où du coup on va créer euh, euh, de nouvelles ambiguïtés. Là, dans le cadre du jeu, on ne peut pas se permettre de garder les accents, sinon ça limite trop la combinatoire. Et donc en API, ça posera quelques soucis. Mais on a pensé à cette idée-là et ce qui nous a retenu pour le moment, c'est qu'on voulait stabiliser les règles du jeu avant d'intégrer plus de ressources langagières. Mais on a vraiment on espère qu'une fois que le jeu sera un tout petit peu stabilisé, on pourra intégrer des ressources dans le plus de langues possible. On a un projet notamment pour le grec ancien et pourquoi pas en utilisant l'API. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle autour des jeux? Oui. Juste une petite question pratique. L'interface que vous proposez là pour créer des petits jeux par les enseignants ou les apprenants, Oui. elle est disponible, elle est comment? Je veux dire pour Alors, la communauté. Ah oui, bah je vais mettre dans le chat l'adresse des protos actuels. Donc, alors attendez, je vérifie que je mets bien le bon. Mais donc en gros, là, pour ce qui est de Game of Words, on a une version qui, bon, encore une fois, qui a des bugs. Hein, on vous encourage quand même à essayer de vous en servir parce que plus on a de retours et puis plus quand on la développera euh, de manière un petit peu intensive et plus on aura et plus on pourra améliorer le jeu. Pour ce qui est de Magic World, on a là à l'heure actuelle ce qui est en ligne, c'est une version, c'est la première version qui a été développée. Mais d'ici le mois de mai, on aura la version avec l'outil auteur et donc la possibilité de créer ses propres parties. Donc voilà, là je vous ai mis le lien vers Magic World, la version actuelle. Et Game of Worlds arrive. Donc ça, c'est les prototypes en fait. Le lien de prototype. Ouais. Mais donc oui, les saisies d'écran que je vous ai montrées, là, c'est notre version de développement qu'on va essayer de mettre en ligne d'ici 1 ou 2 mois. Alors, il y a une question en ligne, Mathieu. Pouvez-vous nous donner des pistes sur le rôle des jeux dans l'apprentissage de l'orthographe? Proposez-nous des exemples de jeux. Ah, alors, au-delà de... donc disons que dans le cadre de nos jeux-là, je pense que Magic Word, c'est celui qui fonctionnera le mieux pour l'orthographe, hein, dans le sens où vous allez pouvoir créer des grilles qui correspondent aux mots sur lesquels vous voulez faire travailler vos étudiants. Et donc, ils seront obligés de les orthographier correctement s'ils veulent pouvoir les valider. Donc, ça, c'est une manière de faire, mais après, j'imagine qu'il y a des centaines de modalités ludiques qu'on pourrait mettre en œuvre pour faire travailler l'orthographe. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir vous en pondre là, comme ça, brûle pour point, mais il y a forcément d'autres manières de faire. Très bien, une dernière question. Bon, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Il y a une question, je crois, qui s'écrit en ligne. Ah, il y a 3 personnes qui écrivent en même temps. Alors, oui. Ouais, c'est que des remerciements. Bon, merci beaucoup Mathieu, merci encore. Merci à vous. À très bientôt.
Et ben à bientôt, merci, au Merci, revoir. merci pour le respect du temps aussi. Très bien, bah, on est